Mai 1968, delta du Mékong, sud du Vietnam. Un conseiller américain inspecte un dépôt d'armes capturé du Viet Cong, s'attendant à voir des rangées d'AK-47 soviétiques flambant neufs. Ce qu'il découvre le laisse perplexe. Rangée après rangée de pistolets mitrailleurs français. Pas soviétiques, pas chinois, français. Des MAT-49 capturés 14 ans plus tôt à Dien Bien Phu et leur copie vietnamienne, les K-50M. Des armes que l'Union soviétique avait offert de remplacer gratuitement par des AK-47 modernes. Des armes que les Vietnamiens avaient refusé d'abandonner. L'arme ressemblait à un vestige de l'ère coloniale française. Un pistolet mitrailleur compact avec un chargeur qui se repliait bizarrement sous le canon. Pas de crosse en bois élégante comme le PPSH-41 soviétique. Pas de prestige du Kalachnikov. Un design utilitaire, presque laid, qui datait de 1949. C'était aussi l'arme que le Vietnam a choisi de copier en priorité sur toute la technologie soviétique gratuitement disponible. Le MAT-49 n'était jamais destiné à devenir une icône de la guerre de guérilla communiste. Il était conçu pour équiper les parachutistes français en Indochine, pour le combat rapide dans la jungle dense et les deltas inondés. Et il l'a fait avec une fiabilité qui a transcendé les idéologies. Les ingénieurs de la manufacture d'armes de Tulle l'appelaient le modèle 1949 ou MAT-49. Les parachutistes français en Indochine le surnommaient simplement le MAT. Les combattants Viet Minh qui l'ont capturé à Dien Bien Phu l'ont tellement respecté qu'ils ont construit des usines entières pour le copier, créant le K-50M. Le MAT-49 mesurait 460 mm avec son chargeur replié, la longueur d'un avant-bras d'homme, et pesait seulement 3,5 kg chargé. Sa caractéristique la plus distinctive, un chargeur de 32 cartouches qui pivotait vers l'avant et se logeait sous le canon pour un transport compact. Les Vietnamiens qui en ont fait l'expérience, d'abord comme ennemis puis comme admirateurs, ne l'ont jamais oublié. Pour comprendre pourquoi le Viet Minh a choisi de copier le MAT-49 plutôt que d'accepter les AK-47 soviétiques gratuits, il faut comprendre à quel point la guerre d'Indochine dépendait d'un type de combat spécifique. La jungle vietnamienne n'était pas les plaines d'Europe de l'Est où l'AK-47 excellait. Les combats se déroulaient à des distances de 10 à 50 mètres maximum, dans des rizières inondées, des tunnels étroits, des villages de paillotes, des deltas marécageux où l'humidité atteignait 95%. Les embuscades éclataient sans avertissement sur la route coloniale 4, dans le delta du Tonkin, autour des camps retranchés français isolés. Dans cet environnement, 3 facteurs déterminaient la survie. Le poids de l'arme. Les guérilleros marchaient 30 km par nuit. La compacité, pour se déplacer dans les tunnels et la végétation dense. Et surtout, la fiabilité. Absolue, dans des conditions d'humidité extrêmes que même les armes soviétiques ne pouvaient tolérer. Les Français avaient déjà résolu ce problème en 1949. Le Viet Minh l'a reconnu en 1954. Après la victoire de Dien Bien Phu en mai 1954, le Viet Minh se retrouvait avec un problème stratégique inattendu. Il possédait maintenant des milliers d'armes françaises capturées. Fusils MAS-36, mitrailleuses FM-24-29 et des centaines de MAT-49. Moscou et Pékin offraient de moderniser entièrement leur arsenal avec des armes du pacte de Varsovie. AK-47, SKS, PPSH-41. Mais les commandants Viet Minh qui avaient combattu les Français pendant 8 ans avaient remarqué quelque chose. Le MAT-49 fonctionnait toujours. Dans la mousson, dans la boue du delta, après des semaines sans nettoyage. Quand leurs propres armes chinoises et soviétiques s'enrayaient, les alternatives existantes présentaient toutes des défauts critiques pour la guérilla vietnamienne. Le PPSH-41 soviétique pesait 5,3 kg chargé. Trop lourd pour des marches nocturnes de 30 km. Son chargeur tambour de 71 cartouches était encombrant dans les tunnels étroits. Sa cadence de 900 coups par minute vidait le chargeur en 4,7 secondes.
Catastrophique quand les munitions devaient être transportées sur des kilomètres à dos d'homme. Le PPS-43 soviétique était plus léger, mais s'enrayait constamment dans l'humidité tropicale. Son mécanisme simple n'avait pas de protection contre la boue et l'eau. Les copies chinoises type 50 et type 54 souffraient des mêmes problèmes avec une qualité de fabrication encore inférieure. L'AK-47, introduit en 1947, était révolutionnaire pour les plaines d'Europe. Mais en 1954-56, il était encore rare, et surtout, c'était un fusil d'assaut de 4,3 kg conçu pour des combats à 300 mètres. Dans la jungle vietnamienne, 90% des engagements se produisaient à moins de 50 mètres. Le Viet Minh avait besoin de quelque chose qui n'existait pas dans l'arsenal soviétique. Une arme si compacte qu'elle pouvait être transportée repliée dans les tunnels de Cu Chi et déployée en 1 seconde lors d'une embuscade. Une arme si légère qu'un combattant pouvait porter 200 cartouches supplémentaires sans être ralenti dans la jungle. Une arme si fiable qu'elle fonctionnait après avoir été immergée dans une rizière, stockée dans une cage souterraine humide pendant des mois et tirée sans nettoyage pendant des semaines. La spécification semblait impossible, sauf qu'elle existait déjà. Les Français l'avaient créée en 1949 et elle gisait maintenant dans des dépôts d'armes capturés à Hanoï. En 1946, l'état-major français en Indochine a transmis à la manufacture d'armes de Tulle un cahier des charges brutal. Poids maximum, 3,5 kg chargés. Les paras sautaient avec 40 kg d'équipement. Longueur repliée, moins de 500 mm pour le combat en jungle dense. Cadence de tir, 600 coups par minute. Contrôlable en rafale, moins de gaspillage de munitions. Fiabilité, fonctionner après immersion dans l'eau, exposition au sable, à la boue. Simplicité, moins de 30 pièces mobiles, maintenance terrain par des conscrits. Production, usinable avec équipement standard, pas de technologie exotique. L'arme devait combiner la compacité d'un pistolet avec la puissance de feu d'une mitraillette et rester fonctionnelle dans des conditions que même les armes britanniques Sten et américaines M3 Greasegun ne pouvaient supporter. La manufacture d'armes de Tulle avait 2 ans pour livrer. Équipe de conception était dirigée par des ingénieurs de la manufacture d'armes de Tulle, l'arsenal national français établi en 1777 à Tulle, Corrèze. Le designer principal était un ingénieur militaire dont le nom reste, ironiquement, moins célèbre que son arme. Typique de la culture française de l'ingénierie d'État, où le produit transcende l'individu. L'équipe incluait des vétérans de la résistance française qui avaient utilisé des Sten britanniques pendant l'occupation. Ils connaissaient intimement les défauts des pistolets mitrailleurs bon marché. Ils incluaient aussi des officiers revenus d'Indochine en 1946-47, avec des rapports détaillés sur l'échec des armes françaises existantes. Le MAS 38, trop faible en 7,65 mm long dans la jungle. Ils ont abordé le problème non pas comme des armuriers traditionnels cherchant à perfectionner des designs existants, mais comme des ingénieurs industriels résolvant un problème de logistique. Comment maximiser la puissance de feu par kilogramme transporté sur 30 km dans 95% d'humidité. Leur philosophie, l'élégance par la simplicité. Pas d'innovations exotiques, seulement l'application intelligente de principes mécaniques éprouvés. Le défi fondamental était triple. Créer une arme assez compacte pour les parachutistes opérant dans la jungle dense, assez fiable pour fonctionner dans des conditions tropicales extrêmes et assez simple pour être entretenue par des conscrits avec un minimum de formation. Chaque solution devait renforcer les autres sans ajouter de complexité. Le problème ? Les pistolets mitrailleurs existants avaient des chargeurs fixes verticaux qui augmentaient les dimensions de l'arme. Le Sten britannique, 762 mm de long, le PPSH-41 soviétique, 843 mm. Trop long pour les parachutistes atterrissant dans la canopée de la jungle ou les commandos se déplaçant dans les tunnels Viet Minh. La solution française ? Un chargeur de 32 cartouches monté sur un pivot qui se replie vers l'avant et se loge sous le canon quand non utilisé.
Comment cela fonctionnait? Le logement du chargeur comportait un pivot à 180 degrés. En position de tir, le chargeur pointait vers le bas, position conventionnelle. Pour le transport, le tireur pivotait le chargeur vers l'avant. Il se logeait dans un creux usiné, le canon, maintenu par un loquet à ressort. Dimension transformée, longueur déployée 720 mm, longueur repliée 460 mm, une réduction de 36%. Le génie supplémentaire, contrairement à d'autres armes à chargeur pliant, comme certains prototypes britanniques, le MAT-49 pouvait tirer même avec le chargeur en position repliée. Le mécanisme d'alimentation fonctionnait dans les deux positions. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun risque de tir accidentel impossible. Un défaut qui avait tué des soldats avec des armes à sécurité complexes. Comparaison concrète. Un parachutiste français pouvait sauter avec le MAT-49 replié attaché à sa poitrine. Seulement 46 cm. La longueur d'une règle d'écolier. Dès l'atterrissage, un mouvement du poignet déployait l'arme en moins d'une seconde. Aucune autre arme de l'époque n'offrait cette transformation instantanée. Le deuxième problème, l'humidité tropicale de l'Indochine. 90 à 95% pendant la mousson. Elle provoquait la rouille et l'encrassement des armes en quelques jours. Les mécanismes complexes avec des tolérances serrées se bloquaient. Les ressorts se corrodaient. Les munitions stockées dans des chargeurs métalliques se dégradaient. La philosophie française, moins de pièces égale moins de défaillance. Le mécanisme, le MAT-49 utilisait un système de culasse ouverte simple blowback. Recul libre. Le mécanisme le plus basique possible. Seulement 28 pièces totales, contre 47 pour le PPSH-41. Aucune pièce plus petite qu'un ongle. Aucune tolérance de moins de 0,5 mm. Traitement de surface révolutionnaire. Toutes les pièces internes étaient phosphatées puis huilées. Un traitement anti-corrosion militaire qui créait une surface grise-noire résistante à l'humidité. Le canon était chromé à l'intérieur, rare en 1949. Le boîtier était en acier embouté de 2 mm, assez épais pour résister au choc, assez fin pour rester léger. Le test brutal. Les prototypes ont été immergés dans l'eau salée pendant 48 heures, puis tirés sans nettoyage. Ensuite, couverts de boue et laissés assécher. Puis tirés à nouveau. Le MAT-49 a fonctionné sans défaillance. Témoignage documenté, un rapport de 1951 du premier BEP en Indochine notait: après 3 semaines d'opération dans le delta du Tonkin sans possibilité de nettoyage approfondi, 94% des MAT-49 fonctionnaient encore parfaitement. Les MAS-36 et FM-24-29 nécessitaient des réparations. Le troisième et plus grand défi, la conservation de munitions. Le problème stratégique, les guérillas et contre-guérillas en Indochine devaient transporter toutes leurs munitions sur des kilomètres de jungle. Un chargeur de 32 cartouches pesait 0,8 kg. Un soldat transportait typiquement 4 à 6 chargeurs, 128 à 192 cartouches. Avec une cadence de 900 coups par minute comme le PPSH-41, un tireur paniqué pouvait vider son chargement complet en 12 secondes. Tir continu. Puis être sans munitions à 20 km de tout ravitaillement. La solution de cadence contrôlée, le MAT-49 tirait à 600 coups par minute. Exactement 10 coups par seconde. Rafale typique, 3 à 5 coups. 0,3 à 0,5 secondes. Un chargeur de 32 cartouches permettait 6 à 10 rafales contrôlées. Comment ils l'ont accompli? En calculant précisément la masse de la culasse mobile et la force du ressort de rappel. Trop légère ou faible égale cadence trop rapide, recul incontrôlable. Trop lourde ou forte égale cadence trop lente, mécanisme fragile. L'équipe MAT a trouvé le point optimal. 550 à 600 coups par minute selon la température. Le ressort changeait légèrement avec la chaleur tropicale. Validation sur le terrain. Les parachutistes français préféraient le MAT-49 au Thompson américain, 700 coups par minute, et au PPSH-41 capturé, 900 coups par minute.
spécifiquement pour sa cadence plus gérable. Dans les embuscades nocturnes, le contrôle du tir était crucial. Une rafale précise de 4 coups était plus létale que 15 coups non contrôlés. Comparaison quantifiée, avec 192 cartouches, 6 chargeurs, un tireur au PPSH 41 avait 12,8 secondes de tir total. Un tireur au MAT 49 avait 19,2 secondes. 50% de temps de combat supplémentaire avec la même charge de munitions. Ce qui comptait n'était pas la vitesse maximale ou la portée extrême, mais la densité fonctionnelle. Le maximum de puissance de feu utilisable par kilogramme transporté dans les pires conditions imaginables. En cela, le MAT 49 a dépassé toutes les attentes, y compris celles de ses créateurs français. La production du MAT 49 a débuté en 1949 à la manufacture d'armes de Tulle et s'est poursuivie jusqu'en 1979. 30 ans de fabrication continue. Environ 700 000 unités ont été produites pour l'armée française. Les exportations, Portugal, Maroc, Tchad, Gabon, nombreux pays africains francophones, et les forces de police. La fabrication utilisait des techniques d'emboutissage de tôle et d'usinage conventionnel. Délibérément choisi pour permettre une production de masse sans équipement spécialisé, le boîtier était formé à partir de feuilles d'acier de 2 mm, pliées et soudées. Les pièces internes étaient usinées sur des tours standards. Après la capture massive de MAT 49 à Dien Bien Phu en mai 1954 et la prise de contrôle des arsenaux français à Hanoï, le Viet Minh possédait des centaines d'exemplaires. Mais c'est en 1956-1958 que la décision stratégique a été prise. Plutôt que d'accepter uniquement les AK-47 soviétiques gratuits, le Vietnam construirait sa propre version du MAT 49. Les usines vietnamiennes, à Hanoï et dans les montagnes du Nord, ont produit le K-50M de 1958 jusqu'au milieu des années 1980. Environ 1 million d'unités, dépassant la production française originale. La production se poursuivait même après que des millions d'AK-47 aient été livrés gratuitement par l'URSS, la Chine. Les chiffres exacts restent classifiés dans les archives militaires vietnamiennes. Mais les estimations occidentales basées sur les captures américaines et les observations de terrain suggèrent que le K-50M était l'arme automatique légère la plus commune du Viet Cong et de l'ANV jusqu'en 1968. À Dien Bien Phu, mars à mai 1954, le 1er bataillon étranger de parachutistes et le 1er régiment de chasseurs parachutistes ont livré la bataille finale de la guerre d'Indochine, équipés de centaines de MAT 49. Le camp retranché, situé dans une vallée entourée de collines contrôlées par le Viet Minh, était constamment sous le feu de l'artillerie. Les tranchées et bunkers, souvent des espaces de moins d'1 mètre de large, rendaient les fusils inutiles. Le MAT 49, replié, permettait aux paras de se déplacer dans les fortifications, puis de déployer l'arme instantanément lors des assauts Viet Minh. Un compte-rendu documenté du capitaine Pierre Touret, 1er BEP, décrit l'assaut nocturne du 30 mars contre le point d'appui Gabriel. Les légionnaires se déplaçaient dans les tranchées avec leurs MAT repliés. Quand les vagues Viet Minh arrivaient à 10 mètres, ils déployaient et tiraient en rafale de 3 à 4 coups. L'économie de munitions était cruciale. Nous étions ravitaillés uniquement par air et les parachutages rataient souvent la zone. Le 7 mai 1954, après 56 jours de siège, la garnison française s'est rendue. Les forces Viet Minh ont capturé environ 800 MAT 49 en état de fonctionnement, plus les stocks de pièces détachées et de munitions. Ces armes ont été soigneusement cataloguées et transportées vers Hanoï. Dans le delta du Mekong, 1965 à 1970, les unités Viet Cong opéraient depuis des tunnels et des caches souterraines où l'espace était extrêmement limité. Le K-50M, version vietnamienne du MAT 49, avec son chargeur pliant, était idéal. Un combattant pouvait ramper dans un tunnel de 60 cm de diamètre, avec l'arme repliée attachée dans le dos, puis la déployer en émergeant pour une embuscade. Un rapport de renseignement américain de 1968, déclassifié en 1995, notait
Les unités VC préfèrent le K-50M à l'AK-47 pour les opérations dans les zones inondées. L'arme continue de fonctionner après immersion complète, alors que l'AK-47 nécessite un démontage et nettoyage complet. Les prisonniers VC interrogés déclarent que le K-50M ne s'arrête jamais. Dans les tunnels de Kouchi, 1968 à 1970, le réseau souterrain de 250 km près de Saïgon, les combattants VC utilisaient des K-50M modifiés avec des chargeurs de 20 cartouches, plus courts pour les combats dans les tunnels. Les soldats américains des Tunnel Rats, qui descendaient dans les tunnels, craignaient particulièrement le K-50M. Dans l'obscurité totale d'un tunnel de 80 cm de large, la rafale de 4 à 5 coups du K-50M était dévastatrice. L'offensive du Tet, 30 au Milevm. 31 janvier 1968. Les commandos Viet Cong qui ont attaqué l'ambassade américaine à Saïgon étaient armés principalement de K-50M, pas d'AK-47. Les photographies de presse montrent des combattants avec les pistolets mitrailleurs compacts, idéaux pour le combat urbain dans les rues étroites du vieux Saïgon. L'assaut a duré 6 heures. Les 19 sapeurs VC ont tous été tués, mais l'impact psychologique a été énorme. Le K-50M, visible dans toutes les photos de presse, est devenu un symbole de la capacité du VC à frapper n'importe où. Invasion vietnamienne du Cambodge, 1978 à 1989. L'armée populaire du Vietnam a déployé des centaines de milliers de K-50M contre les Khmers rouges. Dans la jungle dense de la frontière cambodgienne, le K-50M est resté l'arme privilégiée pour les patrouilles et embuscades. Malgré la disponibilité totale d'AK-47, RPK et armes soviétiques plus modernes. Guerre sino-vietnamienne, février à mars 1979. Les forces vietnamiennes ont utilisé des K-50M contre l'armée populaire de libération chinoise dans les provinces frontalières du Nord. Les combats dans les montagnes calcaires et forêts tropicales ont encore une fois favorisé l'arme compacte. Exportation et conflits modernes. Le Vietnam a exporté des K-50M vers des mouvements de libération alliés. Laos, Cambodge, mouvements africains. Des exemplaires ont été documentés en Syrie, 2011 à 2015. Libye post-Kadhafi, 2011 à 2014. Et Myanmar, groupe ethnique rebelle, 2000 à présent. Témoignages modernes. En 2009, un instructeur d'armes de l'armée vietnamienne a déclaré à un journaliste occidental « Nous gardons toujours 50 000 K-50M en réserve. Pas pour la nostalgie, parce que si nous devons à nouveau combattre dans la jungle contre un envahisseur, le K-50M fonctionne mieux que n'importe quoi d'autre que nous possédons. » Impact psychologique sur les forces françaises, 1950 à 1954. Ironiquement, les parachutistes français équipés de MAT-49 faisaient face à des forces Viet Minh de plus en plus équipées de MAT-49 capturées. Après chaque défaite française, RC-4 en 1950, Hoa Binh en 1951, davantage de MAT-49 tombaient aux mains du Viet Minh. Les soldats français capturés et interrogés après Dien Bien Phu ont rapporté le choc psychologique de voir leurs propres armes utilisées contre eux. Et utilisées avec compétence. Les combattants Viet Minh maîtrisaient parfaitement le MAT-49, ayant appris de leurs prisonniers français et par rétro-ingénierie. Impact sur les forces américaines, 1965 à 1975. Les soldats américains au Vietnam ont rapidement appris à reconnaître le son distinctif du K-50M, 600 coups par minute, contre 900 pour le PPSH-41, 750 pour l'AK-47. Dans les embuscades nocturnes, le ta-ta-ta-tat à cadence moyenne signifiait K-50M, et donc VC ou ANV expérimenté à proximité. Les manuels de formation américains, 1967 à 1970, incluaient des sections spécifiques sur le K-50M, notant « Bien que technologiquement inférieur à l'AK-47, le K-50M reste l'arme préférée de l'ennemi pour le combat rapproché. Sa compacité et sa fiabilité le rendent extrêmement dangereux dans les tunnels, la jungle dense et les zones urbaines. » Changements comportementaux documentés. Les unités américaines opérant dans les zones à forte concentration VC delta du Mékong, zones D et C autour de Saïgon, ont modifié leur tactique en réponse à la menace K-50M.
Patrouille plus espacée, pour éviter qu'une seule rafale n'atteigne plusieurs hommes. Évitement des tunnels et bunkers sans préparation d'artillerie. Et préférence marquée pour l'engagement à longue distance où le K-50M était inefficace. Après le K-50M, les forces américaines ont compris que la technologie supérieure ne garantissait pas la victoire. Une arme française de conception 1949, fabriquée dans des usines vietnamiennes rustiques, utilisée par des combattants en sandales de pneus, tenait tête aux M16 et M60 les plus modernes. Le silence de la jungle n'était plus synonyme de sécurité. Il signifiait que quelque part, un combattant avec un K-50M attendait le moment optimal pour ouvrir le feu à 10 mètres. Si cette exploration d'une arme française devenue icône vietnamienne vous fascine, un abonnement aide la chaîne et vous permet de découvrir d'autres histoires méconnues de l'ingéniosité militaire. Examinons maintenant comment le MAT-49 et sa copie K-50M se comparaient à ce que les Soviétiques, les Américains et d'autres nations développaient pour le même rôle de combat rapproché. La question n'est pas quelle arme était la meilleure dans l'absolu, mais quelle arme était optimale pour les conditions spécifiques de la guerre de guérilla en milieu tropical. Le PPSH-41 soviétique, 1941 à 1945, 5 millions d'unités produites, était l'arme qui avait brisé la Wehrmacht sur le front de l'Est. Cadence, 900 coups par minute. Chargeur tambour de 71, cartouche ou boîte de 35. Poids, 5,3 kg chargé. Calibre, 7,62 x 25 mm Tokarev, plus puissant que le 9 mm Parabellum du MAT-49. Sur le papier, le PPSH-41 semblait supérieur. Plus de munitions, plus de cadence, calibre plus puissant. Dans la réalité vietnamienne, poids 5,3 kg contre 3,5 kg du MAT-49, 51% plus lourd. Pour un guérillero marchant 30 km par nuit, 1,8 kg supplémentaire était inacceptable. Dimension 843 mm de long contre 460 mm MAT-49 replié. Impossible à utiliser efficacement dans les tunnels. Fiabilité tropicale. Le PPSH-41 s'enrayait dans l'humidité extrême. Son mécanisme exposé laissait entrer la boue et l'eau. Le chargeur tambour, excellent dans les neiges russes, se déformait dans la chaleur vietnamienne. Munitions. Le 7,62 x 25 mm Tokarev n'était pas produit au Vietnam dans les années 1950-60. Le 9 mm Parabellum était plus disponible. Stock français capturé, production chinoise, achats internationaux. Le PPS-43, version simplifiée du PPSH-41, 1943, était plus léger, 3,6 kg, et plus compact, 615 mm, mais souffrait des mêmes problèmes de fiabilité tropicale. Verdict documenté, les rapports vietnamiens déclassifiés des années 1990 notent explicitement que les tests comparatifs de 1955-56 entre PPSH-41 capturé et MAT-49 capturé ont montré fiabilité inférieure du PPSH-41 dans des conditions de jungle humide. Les Soviétiques, malgré toutes leurs ressources industrielles, avaient conçu le PPSH-41 pour Stalingrad et Koursk, pas pour le delta du Mékong. Le M3 Grease Gun américain 1943-1945 était la réponse américaine aux besoins d'un pistolet mitrailleur bon marché. Cadence, seulement 450 coups par minute. Poids, 3,7 kg chargé. Chargeur, 30 cartouches. Calibre, 45 ACP, 11,43 mm. Énorme puissance d'arrêt. Avantage, très simple, seulement 23 pièces. Bon marché, $20 en 1945 contre 200 pour le Thompson. Cadence lente égale très contrôlable. Désavantage en contexte vietnamien, calibre 45 ACP égale munitions très lourdes. Un chargeur de 30 cartouches 45 pesait 1,1 kg contre 0,8 kg pour 32 cartouches 9 mm. Un soldat ne pouvait transporter que 90 à 120 cartouches 45 contre 192 cartouches 9 mm et plus. Portée effective très limitée, 50 mètres contre 100 mètres pour le MAT-49. Critique, pas de système de chargeur pliant.
longueur fixe de 757 mm. Le M1 Thompson, le légendaire Tommy Gun, magnifique, robuste, fiable, mais pesait 4,9 kg chargé et coûtait une fortune. Les forces américaines au Vietnam l'ont rapidement abandonné au profit du M16. La réalité, bien que les Américains aient livré des M3 Grease Gun aux forces sud-vietnamiennes, ARVN, ces armes étaient largement inférieures au K-50M en conditions tropicales. Le M3 rouillait rapidement sans entretien constant. Les unités ARVN préféraient capturer des K-50M du VC plutôt que d'utiliser leur M3 fournis par les USA. Comparaison directe documentée, 1968. Un rapport du MACV, Military Assistance Command Vietnam, notait que les prisonniers VC interrogés considéraient le K-50M comme très supérieur au M3 et même au M16 pour le combat en jungle dense. L'arme fonctionnait toujours, ne nécessitait presque aucun entretien et utilisait des munitions plus légères à transporter. Fiabilité tropicale, MAT-49 K-50M. Compacité, MAT-49 K-50M. Ratio poids sur puissance de feu, MAT-49 K-50M. Cadence contrôlable, MAT-49 K-50M. Simplicité maintenance, MAT-49 égale M3 Grease Gun. Puissance d'arrêt brute, 45 ACP, M3 Thompson. Capacité chargeur, PPSH-41, 71 cartouches tambour. Dans l'arithmétique sinistre de la guerre de guérilla tropicale, le MAT-49 français et sa copie vietnamienne K-50M étaient dans une catégorie à part. Pas la plus puissante, pas la plus rapide, mais la plus adaptée. Et dans la jungle vietnamienne, l'adaptation battait la spécification technique pure. Ce qui distinguait l'approche française n'était pas la force brute ou la production de masse, mais l'ingénierie intelligente pour des contraintes spécifiques. Les ingénieurs de Tulle, en 1949, ont résolu un problème que ni les Soviétiques ni les Américains n'avaient correctement identifié. Dans la guerre moderne de guérilla, la mobilité plus fiabilité plus simplicité battent la puissance de feu brute. Le Vietnam l'a compris. C'est pourquoi ils ont copié le MAT-49 plutôt que l'AK-47. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation. Les archives complètes de la production et de l'utilisation du K-50M vietnamien restent largement classifiées ou incomplètes. Malgré des recherches approfondies dans les archives militaires françaises, Service historique de la défense, Château de Vincennes, documentation complète sur la production du MAT-49 1949 à 1979 et son déploiement en Indochine, peu d'informations sur la capture et utilisation par le Viet Minh après 1954. Les archives vietnamiennes, partiellement déclassifiées, années 1990 à 2000, confirment la décision de copier le MAT-49 et la production du K-50M. Mais les chiffres exacts de production, les modifications techniques détaillées et les rapports d'action restent classifiés ou non publiés. Les rapports américains déclassifiés, MACV, CIA, Defense Intelligence Agency, des milliers de pages sur les captures de K-50M, les interrogatoires de prisonniers VC et ANV et les évaluations techniques. Mais aucune étude systématique de la production vietnamienne totale. Les mémoires de vétérans, français, vietnamiens, américains, de nombreux témoignages confirmant l'efficacité du MAT-49 et K-50M, mais des données quantitatives limitées. Aucun inventaire complet vérifié n'existe du nombre exact de K-50M produits, du nombre d'engagements où ils ont été utilisés ou de leur taux d'efficacité comparé à d'autres armes. 3 raisons pour lesquelles la documentation est incomplète. La nature clandestine de la production initiale, 1956 à 1965. Le Vietnam produisait le K-50M dans des usines souterraines ou camouflées dans les montagnes du Nord, partiellement pour éviter les bombardements américains après 1965, partiellement pour maintenir le secret vis-à-vis de leurs alliés soviétiques qui auraient préféré une adoption complète de l'AK-47. Les registres de production étaient délibérément fragmentés.
la destruction de documents pendant la guerre. Les bombardements américains de 1965 à 1973 ont détruit de nombreux arsenaux et leurs archives. Les Vietnamiens eux-mêmes ont parfois détruit des documents sensibles pour éviter la capture. La politique post-guerre. Après 1975, le Vietnam unifié a minimisé publiquement sa copie d'armes françaises, préférant promouvoir l'image d'une armée équipée par les alliés socialistes, soviétiques et chinois. Les détails du K-50M restent moins célébrés que la K-47 dans l'historiographie officielle vietnamienne. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, basé sur des preuves photographiques, des captures américaines documentées et des témoignages croisés, le MAT-49 était l'arme standard des parachutistes français en Indochine, 1950 à 1954. Des centaines de MAT-49 ont été capturés à Dien Bien Phu et d'autres batailles. Le Vietnam a développé le K-50M, version modifiée en 7,62 x 25 mm Tokarev, entre 1956 et 1958. La production du K-50M s'est poursuivie jusqu'au milieu des années 1980, dépassant probablement 1 million d'unités. Le K-50M était l'arme automatique légère la plus commune du VC et ANV dans le delta du Mékong et les zones de tunnel, 1965 à 1972. Le Vietnam a continué à produire le K-50M même après avoir reçu des millions d'AK-47 gratuits de l'URSS. Ce que cela nous dit, l'arme existait, était distribuée massivement et donnée aux combattants vietnamiens, quelque chose qu'aucune autre arme de leur arsenal ne fournissait. Une fiabilité absolue dans les pires conditions tropicales, combinée à une compacité extrême pour le combat souterrain et en jungle dense. Aujourd'hui, des exemplaires originaux du MAT-49 se trouvent dans le musée de l'armée, Invalides, Paris. Collection complète incluant les premiers prototypes de 1948, les modèles de production et un MAT-49 capturé et retourné après Dien Bien Phu. Le musée des troupes aéroportées, Pau, focus sur l'utilisation par les parachutistes en Indochine et Algérie. Le musée de l'infanterie, Montpellier. Exposition technique détaillant le mécanisme de chargeur pliant. Musée de la Révolution vietnamienne, Hanoï. Expose des K-50M originaux comme symbole de l'ingéniosité vietnamienne, avec des panneaux expliquant la décision de copier le design français. Musée des vestiges de la guerre, Ho Chi Minh Ville. K-50M présenté aux côtés d'AK-47 et d'autres armes capturées américaines. Imperial War Museum, Londres. MAT-49 dans la collection d'armes françaises post-Seconde Guerre mondiale. National Firearms Museum, Fairfax, Virginie, USA. K-50M capturé au Vietnam. Le MAT-49 a établi une philosophie d'armes compactes pour forces spéciales qui a influencé la guerre d'Algérie, 1954 à 1962. Le MAT-49 était l'arme standard du premier REP, Régiment étranger de parachutistes, et d'autres unités de choc opérant en zone urbaine et montagneuse. Son succès a renforcé la doctrine française d'armes légères adaptées plutôt que de fusils d'assaut lourds. Forces spéciales françaises modernes. Le premier RPIMA, Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le COS, Commandement des opérations spéciales, et la DGSE ont adopté une préférence continue pour les armes compactes ultra fiables. La philosophie du MAT-49, fiabilité supérieure à puissance de feu brute, est visible dans le choix français du HK-416F, d'autres armes privilégiant la fiabilité. Doctrine de contre-insurrection. L'expérience indo-chinoise avec le MAT-49 a informé la doctrine française de contre-guérilla, codifiée par les théoriciens comme le colonel Trinquier. L'importance du combat rapproché, de la mobilité et d'armes adaptées aux conditions locales est devenue centrale. La France a exporté des centaines de milliers de MAT-49 vers les anciennes colonies africaines, Tchad, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, où le MAT-49 est resté en service jusqu'aux années 1990 à 2000. Alliés occidentaux, Portugal, guerre coloniale en Angola et Mozambique, 1961 à 1974, Maroc, Liban.
Le MAT-49 est ainsi devenu l'un des pistolets mitrailleurs les plus largement distribués de l'ère post-Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, autant utilisé par des forces occidentales que par des mouvements de libération nationalistes via les copies vietnamiennes. Citation française, Service historique de la défense, 2004. MAT-49 représente l'apogée du pistolet mitrailleur français. Sa conception a anticipé les besoins de la guerre moderne de contre-insurrection d'une manière que les concepteurs eux-mêmes n'avaient peut-être pas pleinement réalisée en 1949. Son adoption par l'adversaire vietnamien demeure la plus grande validation de son design. Citation vietnamienne, historien militaire Nguyen Van Minh, 2010. Le K50M n'était pas simplement une copie, c'était une amélioration adaptée à nos besoins. En changeant le calibre en 7 mm Tokarev, nous avons créé une arme qui combinait l'excellence de l'ingénierie française avec la logistique soviétique. C'était un symbole de notre capacité à apprendre de tous nos alliés et adversaires. Le MAT-49 et K50M représentent quelque chose de plus grand que ses dimensions physiques ne le suggèrent. Il incarne deux philosophies qui ont défini la guerre du XXe siècle. La philosophie française, l'ingénierie élégante, la résolution de problèmes par l'intelligence plutôt que la force brute, l'adaptation précise aux contraintes opérationnelles, la philosophie vietnamienne, l'appropriation pragmatique de technologies supérieures, l'adaptation créative plutôt que la simple imitation, et la compréhension que la meilleure arme n'est pas toujours la plus moderne, mais celle qui fonctionne dans vos conditions spécifiques. Le fait qu'une arme française de 1949 soit devenue l'arme de libération vietnamienne, copiée par millions, préférée aux AK-47 soviétiques, utilisée jusqu'aux années 2010, témoigne d'une vérité inconfortable pour les superpuissances de la guerre froide. La supériorité technologique ne garantit pas la supériorité opérationnelle. Parfois, l'arme la plus simple, la plus fiable, la plus adaptée l'emporte. 1949, dans les ateliers de la manufacture d'armes de Tulle, en Corrèze. Des ingénieurs français ont créé un pistolet mitrailleur compact avec un chargeur pliant, révolutionnaire, pesant 3,5 kg, capable de fonctionner après immersion totale dans l'eau. 700 000 unités produites en France, 1 million et plus de copies vietnamiennes, K50M, produites de 1958 à 1983. Des dizaines de milliers d'engagements de combat en Indochine et au Vietnam, un nombre inconnu de vies changées, françaises, vietnamiennes, américaines, par une arme qui ne devait jamais devenir une icône révolutionnaire. Le MAT-49 représente la guerre moderne à son niveau le plus paradoxal. Une arme mesurée non pas en victoire confirmée, mais en validation par l'ennemi. Copiée par millions par ceux qui l'ont combattu. Longévité opérationnelle, 60 ans et plus de service actif continu, 1949 aux années 2010. Transcendance idéologique, utilisée par forces coloniales françaises, communistes vietnamiens et tout le spectre politique entre les deux. Les ingénieurs français de Tulle ont résolu un problème que les superpuissances de la guerre froide n'avaient même pas correctement identifié. Ils ont transformé les contraintes de la jungle tropicale en spécifications de conception. Poids minimal, fiabilité maximale, compacité extrême. Et ils l'ont fait avec un mécanisme si simple qu'il pouvait être copié dans des usines souterraines vietnamiennes et continuer à fonctionner sans défaillance pendant des décennies. C'était l'ingénierie française à son meilleur. Élégante, précise, adaptée. C'était l'ingéniosité vietnamienne à son apogée. Apprendre de l'adversaire, s'adapter, surpasser. Et c'est ainsi qu'un pistolet mitrailleur français de 1949, avec son chargeur pliant et ses 3,5 kg, est devenu l'arme de guérilla la plus copiée de la guerre du Vietnam. Prouvant que dans la jungle, l'intelligence française combinée à la détermination vietnamienne battait toute la technologie que les superpuissances pouvaient offrir.